Radio Rec. It's on air. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Ce soir au programme, nous reviendrons sur les dernières annonces gouvernementales, transactions pénales, passage du permis, avec des facteurs dont du sang. Quel avis ont nos chroniqueurs sur ces sujets? Nous leur demanderons dans la première partie de cette émission. Mais après cette première partie, nous analyserons un coup de cœur de Marc sur le livre de Joseph Fadel, Le prix à payer, sorti en 2010. Le livre est une autobiographie d'un Irakien issu d'une famille musulmane et converti au catholicisme. En fuite après la prononciation d'une fatwa contre lui, qu'a-t-il à nous raconter? Nous en saurons plus dans la seconde partie de cette émission. Avec ce soir Marc, bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Avec Louise, bonsoir Louise. Bonsoir. Et avec Nelson, bonsoir Nelson. Bonsoir à tous. Politiquement Incorrect, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et c'est maintenant sur Radio Rec. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et pour débuter cette émission, je vous rappelle et je vous informe que le 30 novembre 2015 aura lieu à la Maison de l'étudiant un débat sur les élections étudiantes. N'hésitez pas à venir, vous saurez tout, comment ça fonctionne, qui se présente et les grands enjeux du mandat à venir au sein de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Voilà, ceci étant fait, nous pouvons passer à notre premier sujet de ce soir. Les dernières annonces gouvernementales n'ont pas manqué de faire réagir. Nous allons commencer par l'une d'entre elles, c'est la transaction pénale. Alors qu'est-ce que la transaction pénale? C'est tout simplement le fait de permettre aux officiers de police judiciaire de mettre des amendes pour des petits délits comme la consommation de cannabis ou la conduite sans permis ou sans assurance. Voilà un sujet qui nous a été proposé par Hugo, qu'on salue. Et donc il nous dit, étant donné la lourdeur administrative d'un procès, la procédure judiciaire n'est pas enclenchée automatiquement par la police lorsque ces délits sont constatés. L'idée est donc de les punir plus facilement, plus efficacement. Mais bien sûr, d'autres voient ici une tentative de la part du gouvernement de dépénaliser des délits à haute portée morale et critiquent ainsi le laxisme de l'administration Taubira. On le sait, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui est énormément contestée. S'agit-il pour vous d'un outil efficace dans la répression des délits jugés mineurs ? Y voyez-vous plutôt une tentative de tendre progressivement vers la dépénalisation de ces délits, notamment la consommation de cannabis dont on avait déjà parlé dans l'émission, Marc? Pour la consommation de cannabis, je trouve qu'il y a là un laxisme avéré. Je veux dire, on sait très bien que c'est quand même une des causes importantes des accidents de la route et des causes de mortalité. Hein. Pas toujours, mais en tout cas, ça rejoint tout ça. Moi, je suis plus choqué pour la conduite sans permis parce que je trouve que l'idée a des bons côtés, mais des côtés bien plus sombres qui noircissent un peu les côtés positifs, dans la mesure où, parce que les jugements sont trop longs et que les procédures sont trop complexes et ça prend du temps, alors il faut amener une forme de dépénalisation de ces crimes. Enfin, c'est pas des crimes en tant que tels, mais de ces actes à haute portée morale. En tout cas, c'est ce que tu as dit. Haute portée morale, non, je veux dire, les faits sont là, c'est des causes de mortalité importantes. Donc je vois quelque chose de plus moral et en tout cas de plus dangereux que le seul la phase morale. Pour ce qui est de ça, je trouve ça dommage de dire et d'invoquer cet argument en disant parce que c'est trop long, alors il faut dépénaliser certains trucs. Moi, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur aussi parce que je trouve qu'on peut pas mettre la conduite sans permis, plutôt mettre tous les conducteurs sans permis dans le même lot. Je trouve que cette réforme aurait été bonne si elle avait concerné l'amende pour la conduite sans permis des personnes qui avaient déjà eu le permis mais qui l'avaient perdu. Là, on sait que les gens ont déjà eu le permis, qu'ils l'ont perdu certes pour diverses raisons, mais en tout cas qu'ils l'ont déjà eu. Je trouve beaucoup plus grave des gens qui n'ont jamais eu le permis et qui conduisent. Là, je trouve ça beaucoup plus dangereux. D'autant que cette conduite sans permis peut avoir... Alors sur le côté assurance, pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence. Généralement, quand on n'a pas de permis, en tout cas, les assurances
on fait part belle en disant qu'ils allaient être plus regardants au niveau des permis, mais souvent, quand on demande une assurance, c'est quand est-ce que vous avez eu le permis par téléphone. Et il n'y a pas le papier qui justifie souvent que vous avez eu le permis. En tout cas, il y a des efforts, je pense, faits de la part des assurances. Et donc, du coup, je trouve que cette réforme est mal faite sur le côté des sans permis. Et sur le côté cocaïne, moi, j'aurais préféré une sorte d'échelle, comme on fait avec l'alcool, c'est-à-dire peut-être pour la consommation qui ne dépasse pas, ou je ne sais plus comment ça se contrôle, je crois que c'est de la salive, il y a une espèce de produit ou de tige qu'on met pour récolter, pour voir le taux de cocaïne, en tout cas, qu'on a consommé avant de conduire. D'autant que ça peut rester, je crois, on peut détecter quelqu'un qui a fumé de la cocaïne beaucoup de mois après, je crois. Oui, pendant des semaines. Pendant des semaines, même des mois, je crois. Donc j'aurais préféré, encore une fois, une sorte d'échelle. Ce qui manque dans ces réformes, qui du coup, qui peuvent être du coup taxées de laxisme, c'est l'échelle, c'est le degré. Pour les sans permis, ceux qui ont déjà eu le permis, ceux qui l'ont jamais eu. Pour la cocaïne, ceux qui ont une consommation qui est en dessous d'un certain seuil qu'on aura décrété, et ceux qui sont au-dessus, où là, je pense qu'il faut ne pas changer la matière, la matière judiciaire. Alors, Louise, mettre des amendes à la place d'avoir une longue procédure au tribunal qu'il faut déjà qu'elles aboutissent, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les policiers aient le temps de faire ça. Ce qui finalement, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on aurait des délits à côté desquels on passe, c'est-à-dire les forces de l'ordre, par la procédure qui est tellement longue et tellement complexe, et voilà, les policiers finalement laissent tomber. Alors que là, il y aurait une amende directe, beaucoup plus simple, et donc finalement, les gens seraient réprimés pour les différentes choses qu'ils font. Bah, pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête plus, c'est que ça risquerait d'être inefficace. Enfin, si ça fonctionne un peu comme les contrôleurs qui pénalisent les personnes qui voyagent sans passe Navigo, sans titre de transport. Il y a au final beaucoup de personnes qui s'en sortent en mentant sur leur identité. Du coup, je sais pas, je pense que ça peut être une solution. Enfin, ça peut pas être pire, je pense, mais je suis pas sûre que ça arrange vraiment les choses. Après, par rapport à ce que disait Marc sur les taux, à partir d'un certain taux, enfin, tu peux pas comparer ça à l'alcool. Les drogues, c'est illégal, et pourquoi enfin, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun taux qui est acceptable. Je pense que Non, mais ça je pense qu'on devrait voit pas la différence fonctionner entre comme quelqu'un ça. qui fume 6 pets dans la soirée et celui qui en fume la Oui, mais à moitié partir d'un. du moment où c'est Oui, mais pas la autorisé. moitié d'un, ça suffit. Et Oui. oui, c'est illégal, donc y Enfin, a pas je de suis pas raison. sûr, C'est je qu'il y a suis quand pas même une sûr, grosse je suis différence pas avec sûr. l'alcool, parce qu'un pet, il suffit d'en... Pardon. Oui, Moi, je vas-y, suis pas- termine ton propos vas-y. et je... L'alcool, il suffit d'en prendre... Enfin, tu prends un verre. Voilà, enfin, il faut quand même une certaine quantité. T'as un genre de seuil de tolérance de ton corps avant d'être sous les effets d'alcool. Un pétard, je pense que t'en prends genre la moitié d'un, t'es déjà dangereusement atteint. Enfin, Après, ça c'est pareil, ça dépend de la ça dépend tolérance de la de chacun. personne, Il y en a évidemment, Voilà, mais qui- c'est que si justement, on commence c'est à comme faire ça l'alcool. par rapport aux gens, faut pas oublier que c'est la drogue, c'est interdit, tu vois. C'est pas, non, c'est peut-être un peu. Non, il y a une loi là, qui a dit Alors que si ça- c'est interdit, on fait pas juste des amendes dans ce cas-là. D'où l'incohérence Non, mais le du truc, c'est truc. que. Alors, ceci dit, n'oublions pas que dépasser les vitesses n'est pas autorisé, et pourtant on y met différents seuils. Si Bah, je voulais c'est bien. rejoindre l'avis de Marc, oui, non, mais si je voulais rejoindre ton avis et faire la contradiction à ce qui vient d'être dit sur les drogues, c'est vrai que aujourd'hui il est interdit de dépasser la vitesse, pourtant il y a des seuils. Si on ne dépasse que de 5, on a une amende, après il y a les points, etc. Enfin, donc il y a des Oui, degrés dans l'interdit, c'est vrai. Non, enfin, la vitesse, c'est quand même pas comparable. C'est-à-dire que la vitesse, c'est-à-dire que le fait de passer, t'es à 110, t'as un panneau qui arrive à 90, le fait de descendre de vitesse, si t'as un radar juste derrière, tu peux te faire avoir. Oui, non mais Et t'as oui. des moments où t'es obligé de dépasser la vitesse pour te sortir de. Ça, je peux comprendre. Quand Oui, mais tu là, fumes un joint ou un truc comme ça, tu le fais de ton plein gré. On va pas te forcer à fumer, tu l'as fait exprès de manière machin. Et surtout si tu prends le volant après. Non, je pense qu'en plus, quand tu te fais contrôler en étant positif après avoir fumé ou un truc comme ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de mettre directement une amende. C'est pas. Au moins on est puni tout de suite que On est s'il y a puni un... tout de suite, ça te il y a met un une petite claque derrière la tête si tu veux. C'est mieux ça plutôt que de dire ouais, tu seras condamné à faire des trucs et au final, les gens s'en foutent un peu. Enfin,
Moi, je me souviens qu'on avait eu un débat une fois sur les prisons dans cette émission. Euh, et je me souviens, je sais plus si je la présentais ou si j'étais chroniqueur dans cette émission, où je disais qu'en gros, la prison, c'est vrai que on retrouve beaucoup de gens aujourd'hui en prison, et notamment c'était à l'époque de Kerviel. Voilà, quelqu'un comme Kerviel, pour moi, n'avait rien à faire en prison, étant donné que ce qu'il avait fait n'était pas dangereux pour l'intégrité des gens. Et c'était dangereux, évidemment, économiquement, ce qu'il avait fait, et il fallait qu'il soit puni. Je parlais même de travaux d'intérêt généraux, de choses comme ça, qui font que la personne répare quelque part ce qu'elle a fait. Quand on a là un délit comme le fait d'avoir fumé du cannabis sans qu'il y ait eu d'autres problèmes, fort heureusement, tous ceux qui ne fument pas ne provoquent pas des accidents, c'est le risque, mais heureusement que tout le monde ne provoque pas des accidents. Est-ce qu'on ne peut pas réprimer les gens par une amende immédiatement? Au moins l'amende, elle est donnée, ça donne une leçon, parce que forcément quand on prend les gens économiquement, ça leur donne une leçon. Finalement, est-ce que, Marc, je me retourne vers toi sur cette question parce que tu as dit, finalement, si c'est pas bien, si c'est un délit, pourquoi est-ce qu'on donne juste une amende? Oui, non, je dis ça parce que là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire que l'argument étant, donc il faut vider entre guillemets les sphères de la justice pour que ça aille plus vite. Et le deuxième argument, c'est pour la sécurité routière, ça va. Voilà, l'idée c'est de taper au porte-monnaie les conducteurs, de les criminaliser. Moi, je trouve qu'avec le fait qu'on soit contrôlé tout le temps par des radars, on est dans un régime où on contrôle tout. Je pense que dans un régime qui se dit démocratique, je dis bien qui se dit démocratique, ça ne devrait pas exister. Bon, ça, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, c'est bien là le problème. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour qu'on mette des amendes. Je pense Quel rapport avec la démocratie? Je vois pas bien. Dans un État, l'intérêt, plutôt la Non, je pense que spécificité des le côté régimes. George Orwell. tout Ouais, ça. un petit peu, et le côté d'Orwell, donc du Big Brother, mais surtout le côté totalitaire dans le sens où dans un totalitarisme, tout geste est politique. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a le fait de se faire contrôler, amender, etc., c'est un geste politique de faire une infraction. Donc il y a cette idée de se faire aussi contrôler à la Orwell, cette idée d'être épié, de faire attention, il faut s'aligner un petit peu sur la ligne, pas du parti, mais en tout cas sur la ligne de la sécurité routière et même plus loin de la politique. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose profondément quand on va dans les conceptions, pas stricto sensu, mais l'autocensu de la démocratie, il y a un vrai problème là, de se faire contrôler tout le temps, de prendre la voiture et de faire attention à tout. Au lieu de regarder s'il y a des gens qui veulent vous tuer, là on regarde toujours s'il n'y a pas un radar, on est là tout le temps en train de regarder un peu partout. Enfin, on rappelle quand même que les radars automatiques sont indiqués tous par des panneaux préalables. Oui, non, mais moi je parle pas forcément je pense pas forcément des radars automatiques, je Oui. parle aussi des radars mobiles, tout simplement. Il peut y en avoir partout. Maintenant, il y a des voitures qui roulent et qui ont des sont banalisées. Non, des voitures oui, déjà banalisées, qui sont stoppées dans la route qu'on ne peut pas voir. Moi, je prends un exemple. Quand je viens de Meaux, il y a une casse sur la nationale 3, et dans cette casse qui est limitrophe de cette grande route nationale, eh bien, il y a donc dans les voitures qui sont à la casse, une voiture de police, alors pour ceux que ça peut intéresser, un break Mégane, où avec derrière il y a le radar qui est carrément immergé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le voir, quoi. Donc faut arrêter avec ces panneaux. Ce qui fait peur, c'est pas les panneaux c'est pas les radars fixes, c'est les radars mobiles, parce que les radars fixes, si on savait qu'ils étaient notifiés partout et qu'on savait qu'on pouvait rouler ou non là, ça poserait pas de problème et les gens rouleraient vite tout le temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Là, l'idée, j'aurais été pour qu'on, tout simplement, si les gens ont leur permis et qu'ils consomment de la cocaïne, ou là je parle pas sans permis parce que là ça ne marcherait pas, mais en tout cas qu'on enlève des points tout simplement. C'est ça, si vraiment on faisait de la vraie prévention, ça serait d'abord de virer les points avant de demander des sommes phénoménales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que j'ai été mal compris tout à l'heure quand j'ai dit ça, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre, vous dites, on peut pas mettre la cocaïne et la voiture, la vitesse, le fait de rouler sans permis, etc. Mais c'est pas moi qui le fais, là c'est eux qui le font. C'est-à-dire que là on va avoir des peines entre guillemets aménagées avec de l'argent, il va falloir payer tout de suite. C'est eux qui mettent tout de suite la cocaïne à un niveau quasi pas légal, mais en tout cas le fait de consommer, ça va être juste amendable avec du fric. Donc là il y a quelque chose qui relève de la mise à niveau, et si on doit aller plus loin, si on veut être cohérent, il faut mettre cette mise à niveau partout, c'est-à-dire mettre des seuils. Je suis persuadé que quelqu'un qui fume 10 pétards et quelqu'un qui fume un pétard ou 2-3 tafs, ça suffit à vous faire contrôler. Hein. Donc je considère qu'il doit y avoir un niveau, étant donné que là on est dans une mise à l'échelle de tout, c'est-à-dire le sans permis, là on met de la vitesse et la cocaïne. Donc là l'incohérence vient pas de je pense de mes propos, mais en tout cas de la réforme en tant que telle.
Alors, on rappelle que cette réforme sera évidemment une expérimentation dans un premier temps, qu'il s'agit d'autoriser les amendes au cas par cas en fonction des différents procureurs qui vont décider ou pas de mettre en place le système. Bon, on imagine bien évidemment que tout ça partira du gouvernement et que les zones expérimentales seront bien décidées, mais voilà, que c'est encore à titre expérimental et que ça va être testé tout simplement ce système. Alors, on nous dit le terrain est miné politiquement, c'est Le Monde qui nous dit ça. Les mesures destinées à désengorger les tribunaux pourront s'appliquer notamment à la consommation du cannabis, donc on l'a dit, à la conduite sans permis ou sans assurance. Laisser entendre que les tribunaux n'auraient plus à juger ces délits à forte charge symbolique pour l'opinion publique est un procès en dépénalisation qui menace le gouvernement de Manuel Valls. Nelson ? Est-ce qu'on commence à dépénaliser certaines choses? On sait que ce sujet de la dépénalisation de certaines drogues a été évoqué à un moment. Bah, ouais, évidemment, c'est le nombre de personnes qui sont pour la dépénalisation du cannabis, il y en a des pleines brouettes, ça c'est pas nouveau. Mais le fait de mettre juste des amendes et des trucs comme ça, je trouve que c'est pas inintéressant. Je vais prendre l'exemple américain pour la route. C'est qu'aux États-Unis, quand vous vous faites arrêter sur la route, en fait, on vous met sur le côté, le flic descend, il vous contrôle et vous payez directement. Il y a des flics un peu, enfin, je sais pas qu'il y en a un peu partout, mais si le mec vous chope, vous payez directement, si vous voulez. Et du coup, les gens roulent beaucoup plus lentement, entre guillemets. Par exemple, c'est le même truc que pour les carrefours, c'est-à-dire que quand vous faites un truc, il y a toujours un flic, enfin, il n'y a pas toujours un flic, mais s'il y a un flic qui vous voit, il vous arrête, vous payez l'amende directement. Et en plus de ça, vous avez une espèce de banque de données où on vous branche dessus. Je pense que c'est pas intéressant de faire ça pour des trucs comme les, j'allais dire des petits délits, oui, comme comme pour le code de la route, enfin les excès de vitesse, les cannabis, l'alcool au vent ou des trucs comme ça. À partir d'un certain seuil. Tu parlais de cocaïne, toi, c'était une erreur ou Oui, non, c'est le cannabis dans Oui, l'article. cocaïne, C'est pas... Parce que là, je me dis, le mec qui est sous coke. Non, je me suis trompé. Mhm. J'ai pas l'habitude d'utiliser ces mots. On va pas Ouais, recommencer c'est vrai. l'émission pour ça. Non, mais. Non, je trouve que c'est pas intéressant. En tout cas, là-bas, ça a l'air de fonctionner d'attaquer le porte-monnaie. Non, je trouve que c'est plutôt une bonne chose à faire, surtout qu'en ce moment, dans une crise, en plus, ça va peut-être renflouer un peu les caisses de l'État d'une certaine manière. Et puis c'est justifié, on peut rien dire contre. C'est vrai que c'est logique d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je serais plutôt pour tenter un truc comme ça, plutôt qu'une procédure pénale qui va prendre un certain temps, qui va boucher les tribunaux éventuellement. Parce que moi, tu me dis, j'ai fait un excès de vitesse, mais genre un gros excès de vitesse. Ouais, dans 6 mois, vous avez rendez-vous pour vous faire juger pour un truc. Je me dis, dans 6 mois, j'ai le temps de voir venir, de me renseigner, de faire des trucs et tout. C'est un peu... c'est pas assez marquant, si tu veux. Tandis que là, si on me prend directement une grosse amende qu'on me fout au poste ou un truc comme ça, je trouve ça peut-être un peu plus marquant, si tu veux. Même si c'est... Voilà. Et certains vont jusqu'à reprocher évidemment que ce ne soit plus tellement de la justice, c'est-à-dire qu'on a là une peine qui tombe tout de suite, sans avocat, sans juge, sans... Non, certes, mais le truc, c'est que faut après mettre des règles, si tu veux. Au bout d'un moment, si tu enfreins la loi, t'es censé... tu le sais, globalement, tu sais qu'il faut pas fumer, tu fumes quand même. Tu sais que t'as fait une connerie, quoi. Enfin, pour toi, c'est peut-être pas une connerie, mais tu sais que c'est interdit par la loi. À partir de là, t'as rien le droit de dire. Si on t'arrête parce que t'as fumé, t'as rien le droit de dire. Le flic, il est là, il est là pour faire respecter la loi. Enfin, si tu veux, tu peux pas lui dire oui, non, mais t'es pas juge, tout ça. S'il te prend en train de fumer ou s'il te prend en train de conduire alors que t'as fumé, t'as fait une connerie, ça. Enfin, faut assumer. Après, je peux comprendre qu'il y ait des moments, enfin, il y aura forcément comment on appelle ça, des passages où ce sera pas tout à fait clair, il faudra des enquêtes, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est pas inintéressant d'au moins essayer, si tu veux, plutôt que de faire le système actuel. Très bien, Marc, oui. Je voulais rajouter quelque chose sur le côté un petit peu d'enlever la justice dans ces sphères-là. Je suis pas spécialement contre parce que je
Je trouve que mettre à la même, à la même longueur, mettre sur une même longueur d'onde les criminels, bon, c'est pas les mêmes chambres qui jugent ça évidemment, mais faire passer devant un juge quelqu'un qui a roulé vite ou quelqu'un, moi, je trouve ça, en tout cas pour la vitesse, je trouve ça un petit peu excessif, surtout si ça n'a pas causé forcément d'accident. Moi, je suis plus pour, si on devait faire un petit peu changer les choses à ce niveau-là, je serais plus pour une forme d'autoresponsabilité. C'est-à-dire, euh, le fait de se manger une amende, comme disait Louise tout à l'heure, ça va pas, à mon avis, faire changer les choses, parce que ceux qui ont du fric pourront payer, et puis même, bon, quand on n'est pas solvable, on paye pas. Donc, de toute façon, c'est un processus qui fait qu'on n'est pas obligé de payer. Moi, je suis plus pour le test serait celui-ci, consistant à laisser faire. Par contre, les gens qui consomment de l'alcool, enfin qui prennent de l'alcool, qui fument ou qui roulent sans permis, il n'y a jamais de contrôle. Par contre, si vous êtes impliqué dans n'importe quel accident, là, on vous ouvre le permis d'office. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui oblige à être responsable. C'est-à-dire, si vous voulez rouler avec de l'alcool, faites-le, pas de problème. Oui, mais non. Faites-le. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que qu'aujourd'hui, des gens qui ont déjà fait ça peuvent reconduire. Parce qu'ils repassent ou parce qu'il y a des peines aménagées, parce que ceci, parce que cela. C'est pas normal. Moi, je pense que la vraie responsabilité consistera à dire ok, pas de problème, faites comme vous voulez, mais dès que ça tombe, si ça tombe, vous êtes vraiment dans la Alors, Louise. Louise va répondre et certainement va-t-elle compléter ce que je vais dire. Pourquoi veux-tu faire un compromis en disant ceux qui n'ont rien, ceux qui conduisent illégalement mais à qui il ne se passe rien, on ne les embête pas plus, et de l'autre côté vraiment massacrer ceux qui ont causé un accident. Pourquoi ne tout simplement pas laisser tel quel ceux qui conduisent avec sous l'emprise de cannabis, et en face par contre durcir de toute façon les mesures? Pourquoi faire un compromis alors qu'on est dans un système je sais pas si Louise c'est ce que tu voulais dire. Bah, moi, je trouve ça un peu choquant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait des morts, qu'il y ait un accident pour pénaliser le truc. Enfin, du coup, Et- ça augmente le nombre de morts. Enfin, je sais pas, c'est un peu curieux. Non, je considère. Non, Le but, c'est d'éviter justement qu'il y ait Je des crois morts et que du coup, tu le pénalises propos de Marc, c'est avant. pas de dire ça, c'est que de toute façon, qu'il y ait des peines ou pas, les gens conduisent comme des Mais assassins. est-ce qu'il n'y en aura pas plus? Bah, Non, mais écoute, je sais pas. tu vois, l'avantage de cette réforme qui est un peu dure, hein, c'est peut-être choquant, mais je trouve que là, on prend le problème peut-être à la racine. C'est-à-dire que j'attends pas qu'il y ait des morts, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, avec 2000, 3000 accidents mortels par an, j'ai déjà dit plusieurs fois, vu le nombre de gens qui roulent et vu le nombre de voitures, je trouve pas ça énorme. 40 millions d'automobilistes, moto compris, je trouve pas ça énorme quand même, hein. C'est quand même un exploit, je trouve. Et je pense que on doit criminaliser ceux qui aujourd'hui interdire la conduite à ceux totalement. Alors les interdire carrément d'acheter une voiture, faut trouver un truc, hein, de conduire une voiture, de faire ceci, faire cela. Là, on prend le problème à la racine. Il y aura toujours des gens qui rouleront vite, ils se feront pas choper parce qu'ils vont justement connaître, ils vont voir les panneaux, ils vont dire bah voilà, il faut que je freine. C'est un peu mal foutu. Que là, bon bah faites ce que vous voulez. S'il y a un truc, bon alors dans le pire des cas vous mourrez, donc là vous n'avez pas de problème, mais dans le pire des cas, vous ne pouvez plus jamais conduire, vous êtes sur une blacklist. Et puis voilà, c'est comme ça. Au moins, les gens qui ont déjà fait ça ne reconduisent plus. C'est un peu comme les pédophiles qu'on relâche dans la nature sous prétexte qu'ils avaient un problème psychologique et qu'on relâche dans la nature. Ah bah tiens, il a recommencé. Non, là, interdiction totale. Alors je sais qu'ils pourront toujours voler une voiture ou se faire prêter une bagnole, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça devrait être interdit. Donc là, ça auto-responsabilise parce que là, tu peux te dire bon, attends, mais c'est bon, j'ai pas loin de bagnole, je prends, allez, file-moi un pack de bière, on se le termine à deux, pas de problème. Ok, fais ce que tu veux. S'il y a un problème, c'est pas forcément un accident corporel, mais même tu tapes une glissière ou quoi, ok, c'est fini. Pour prolonger un petit peu le débat de fond qu'il y a là-dessus, on invite nos auditeurs à découvrir l'article publié sur Libération par Chantal Delsol, philosophe et historienne. Pourrait-on remplacer l'autorité par un autre moyen d'obtenir l'obéissance et l'ordre? Ça intéressera fortement Marc, vu les derniers propos que tu as tenus. Également, pour terminer ce débat un petit peu sur la voiture, vous le savez, le gouvernement a décidé d'arrêter, et même de pénaliser ceux qui ont des vitres opaques sur les vitres latérales de leur voiture. Justement, Marc parlait de l'omniprésence des contrôles pour faciliter le travail des policiers, notamment pour voir si vous êtes bien attaché, si vous n'avez pas un téléphone portable, etc. Moi, je veux le dire. Voilà, j'en connais dans ma famille qui ont des vitres teintées. Moi, je trouve que je ne supporte pas ceux qui ont des vitres teintées. Non, toi, tu assumes pleinement le fait de téléphoner et de ne pas avoir la ceinture.
Non, je mets toujours ma ceinture. Alors ça c'est faux, je mets toujours ma ceinture quand je conduis. Ça, c'est- J'aime bien quand je la conduis. précision. Quand je conduis. Non, mais c'est vrai que des fois j'oublie. Quand je conduis pas. Non, moi je dis que ça devrait être interdit d'avoir des vitres teintées. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Ça fait plus kéké qu'autre chose. Hein. C'est sans vouloir. Les gens veulent se sentir cachés, bon, etc. Bon, en plus, bon, il y a un intérêt pratique au niveau du climat quand il fait très chaud. Le fait que les vitres soient teintées, il fait moins chaud dans la voiture. Oui, Mais bon, oui. ça, c'est autre- Il y avait un reportage cette semaine qui disait qu'il faisait facilement 8 degrés de moins dans la voiture. Bon, ça c'est un Pour les argument. meilleurs. De toute façon, moi, le problème de ce qui va peut-être arriver, il va sûrement arriver même avec cette nouvelle réforme, ceux qui ont déjà fait des frais pour teinter les vitres de leur voiture, qu'est-ce qu'on fait? On les autorise on leur ordonne d'enlever le filtre à lumière. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. J'espère qu'on va pas leur faire payer. Ce qui était autorisé avant, maintenant, on n'a plus le droit. Et quand vous faites teinter une voiture, généralement, c'est un coût de 400 à 500 euros. Ce n'est pas 10 euros comme ça. Ou alors si vous faites ça tout seul, et puis ça tient 2 jours, et puis ça s'en va. Donc, moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de voiture teintée, mais je ne suis pas pour qu'on pénalise et qu'on fasse cracher au porte-monnaie ceux qui ont déjà des vitres teintées parce que c'était autorisé avant. Il n'y a pas de raison que ça change. Alors, on reste dans le domaine de l'automobile, le titre du Monde Économie française. Suite à la loi Macron, des employés de la Poste feront passer le permis. Et d'ailleurs, beaucoup d'articles de journaux commencent en disant « ça y est, vous allez pouvoir passer votre permis à la Poste ». Bon, c'est pas exactement ça. Effectivement, vous avez entendu parler de cette affaire. La loi Macron facilite effectivement le transfert d'agents de la Poste. On le sait, la Poste est en perte de vitesse en ce qui concerne le trafic de son courrier. Les gens font de moins en moins d'échanges courriers, c'est de plus en plus par le mail, dématérialisé. Et donc aujourd'hui, eh bien, il faut bien faire quelque chose de tous ces postiers, notamment parce qu'en plus, une partie d'entre eux sont fonctionnaires, puisqu'avant la Poste était, faisait partie de la fonction publique entière, enfin de l'État. C'est dorénavant une société anonyme, et même si elle est possédée par l'État, on essaye évidemment de faire en sorte de replacer les facteurs. Et donc parmi les pistes évoquées, eh bien, le gouvernement était cherché là où les métiers, où il y avait moins de monde pour répondre aux demandes des usagers. Et donc ils se sont rendus compte évidemment que les délais pour passer le permis de conduire s'allongeaient, qu'il manquait de personnel pour faire passer le code également. Et donc du coup, l'État a proposé de reconvertir certains employés de la Poste en inspecteurs du permis. Que pensez-vous de cette mesure ? On précise évidemment que les employés concernés ou les fonctionnaires concernés seront accompagnés, ils ont une formation et la mesure sera mise en place qu'en février 2016, le temps de former tous ces agents. Nelson. Écoute, c'est dans l'idée, je vois pas d'argument contre. Enfin, c'est-à-dire ils travaillaient à la Poste avant. Bah, écoutez, vous avez plus de boulot, on va trouver quelque chose à vous faire. C'est bien. Vous allez devenir moniteur d'auto-école, enfin inspecteur, ouais, c'est ça. Moi, je vois mon expérience personnelle, je l'ai passé donc 2 fois. Je l'ai raté la première fois. Entre les deux, j'ai attendu 6 mois pour avoir une nouvelle date. Pour le repasser, genre 1 ou 2 mois plus tard. C'est vrai que c'est très très long et c'est très compliqué. Sachant que si on le rate 2 fois, là, il faut pas envoyer ton dossier à la préfecture, qu'ils le traitent et tout, qu'ils te trouvent une date, etc. C'est un bordel sans nom. Si ça permet de faire passer le permis plus vite, il n'y a pas de souci. On parle de réduire de moitié les délais, c'est-à-dire de les faire passer de 96 à 45 jours. Enfin, dans l'idée, moi, j'ai rien contre. Maintenant, faut veiller à ce que ce soit des gens compétents, parce que c'est comme tout. Si c'est bien, on les change de poste, mais enfin bon, faut connaître sur le bout des doigts le code, enfin, avec vraiment toutes les règles, toutes les contre-règles, etc., etc. Faut observer et tout. Je dis pas que c'est enfin, je dis pas que c'est pas que c'est si compliqué que ça, mais c'est vrai que faut vraiment le faire, quoi. Moi, tu me dis, dans 6 mois, tu dois connaître le permis par cœur, tout le code, etc., etc. Tu dois observer un mec, voir s'il fait pas ça. Moi, je suis pas capable, tu vois. Enfin, tu peux pas. Ça me paraît bizarre leur histoire de prendre quelqu'un qui a été facteur toute sa vie et de lui faire changer d'un seul coup une formation et lui faire changer d'un seul coup de métier, tu vois. Parce qu'on parle de métier quand même. Enfin,
Alors là encore, il s'agit d'une expérimentation, 35 à Paris, 10 à Lyon et 5 personnes à Marseille. Louise, partages-tu l'avis de Nelson ou as-tu une opinion un petit peu différente? Bah, moi j'ai envie de dire pourquoi pas s'il y a plus de travail pour les postiers, qu'il faut les reconvertir. Après, c'est assez marrant que ça s'adresse seulement aux postiers. L'important Dans c'est un premier temps, du moins. oui, du coup, moi je pense que l'important c'est juste qu'ils aient une formation correcte, sérieuse, comme tous les examinateurs du permis de conduire ont. Et à partir de ce moment-là, je vois pas du tout où est le problème tant que qu'ils sont formés comme un examinateur normal. Et Marc? Bah là, il y a Alors eu, il y a plutôt eu- il y a- Nelson il y a ou eu- plutôt... bah, Voilà, il y a eu plutôt deux Nelson pourquoi ou pas. Alors moi, plutôt je vais dire oui. Louise? Oui, je suis pour. Pas de pourquoi pas. Je trouve que c'est bien. Il y a de plus en plus de mails, de moins en moins de lettres. L'écriture à la main se perd au profit des claviers. Donc je trouve ça bien de pouvoir Tu peux envoyer une lettre écrite par clavier. Ah, si tu veux. oui, non, mais bien sûr, mais c'est rare généralement. Oh non, attends, tous les courriers officiels sont aujourd'hui écrits... Non, mais je veux dire, je Oui, tu parle pas parles des de courriers officiels, correspondance. si tu veux, des correspondances. Alors, moi, je suis pour qu'on les reconvertisse. Je vois pas où est le problème parce qu'évidemment, je suppose, enfin, c'est même sûr, sinon ça serait vraiment très bizarre, que tous les gens qui ont été sélectionnés ont déjà le permis, je suppose, depuis un certain nombre d'années, du moins, j'espère. Donc non, je trouve que c'est bien. En plus, la formation, ce que j'ai compris, c'est que ils seront opérationnels à partir de février 2016. Donc ça laisse 4 mois ou 3 mois peut-être purs. Mais ce que dit Nelson, c'est que c'est court finalement, quelques mois. La loi a été Non. votée en août, Oui, donc de toute non. façon, ça déjà, pas bien déjà, il y a été eu une comment. présélection. Et déjà, c'est ce que tu disais, sur 200 participants, enfin sur 200 qui étaient pour faire cette formation, il y en a eu 35, ou je crois que tu as dit. Donc, 35 à Paris, 10 à Lyon et 5 à Marseille. Donc voilà, donc une quarantaine. Ça fait 50. J'allais dire une cinquantaine, mais j'ai pas osé dire la 50. Bref, la 50 c'est bien. Donc ça fait déjà un quart qui a été, un quart sélectionné. 50 sur 200, oui, c'est ça. Ça suffit avec les chiffres. Je me suis arrêté en 3e au niveau des mathématiques. Donc ça suffit. Donc un quart a été sélectionné. J'ose espérer que déjà ils ont pris les meilleurs conducteurs. Alors, meilleur conducteur, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, moi, j'entends par meilleur conducteur quelqu'un qui est très à l'aise en bagnole, qui maîtrise bien ses créneaux, qui est alerte. Ça dépend comment c'est fait la sélection. Effectivement, si c'est la direction de la Poste qui l'a fait, en quoi sont-ils juges pour... Ils sont souvent en retard, donc ils roulent à la vitesse autorisée, j'espérais. Ça t'a pas fait rire? Je pensais que ça te fait rire avec cette vanne. Non, parce que moi, le mien est dans la bonne tranche horaire. Non, oui, non, bref, bon... C'est pas la SNCF, hein, on parle de la Poste. Ouais, non, mais c'est vrai, mais bon. Bon, passons. Non, moi, je suis pour qu'on les reconvertisse et je pense pas qu'il y ait une formation de fou. Du moment qu'on sait conduire, une voiture d'auto-école, ce n'est rien de plus qu'une voiture avec double pédale, avec des rétroviseurs en plus qu'on peut régler, des boutons pour les clignotants. On parle d'inspecteurs, hein. Oui, non, mais les inspecteurs doivent maîtriser ça. Oui, bien sûr. Mais ça que je veux dire, c'est que les inspecteurs ne sont jamais que des gens qui vous font passer le permis dans une auto-école, mais version État. Donc, oui, mais c'est justement ce qu'on dit peut-être avec Nelson, c'est que justement, vu l'importance, on avait le débat il y a quelques minutes sur les comportements au volant. Est-ce normal que peut-être une formation aussi rapide, alors bon, peut-être très bien leur formation. Il faudra se renseigner d'abord sur combien de temps normalement ça met quelqu'un, parce que les inspecteurs sont des personnes, je crois, enfin une partie des inspecteurs sont ceux qui ont une auto-école ou ceux qui apprennent à passer le permis et qui après deviennent inspecteurs pour une partie d'entre eux. Donc non, je veux dire, ce qui compte. Déjà, il y a déjà eu un tri, un pré-tri, et ce qui compte, c'est de savoir déjà conduire. Après, il n'y a pas grand-chose. Il y a des pédales, il y a un volant qui est là, que vous êtes en face, il est à gauche, il y a des boutons à maîtriser. Le code de la route, ça, c'est peut-être le plus dur, parce qu'il faut se remémorer des choses. Et puis, en règle générale, c'est pas non plus l'examen du code de la route. Sur la route, on rencontre, si on rencontre le quart de tout ce qu'on a appris et bouffé au code, c'est des fois des panneaux qu'on n'a jamais vus. J'avais une fois du passage canadien, je ne savais même plus ce que c'était. Il y a un passage d'eau en dessous. Enfin, j'ai jamais vu de panneaux comme ça. J'ai jamais vu. Il y avait beaucoup de choses comme ça que je n'ai jamais vues, de choses qui ne m'ont jamais servi. Donc, l'intérêt de la conduite en elle-même, c'est qu'on va dans des lieux dans lesquels on passe le permis tout le temps, c'est-à-dire si c'est l'ANI, donc voilà, pas Maison Alfort, on sait où sont les priorités à droite, on sait où il y a les feux, on sait où il y a les voies d'accélération, c'est connu. Donc je veux dire, un conducteur peut gérer ce qui est moins embêtant au niveau du code. Donc oui, je suis pour, et puis je trouve bien de pouvoir réduire ces temps
qui, voilà, comme dit Nelson, il a attendu 6 mois pour avoir une date, c'est quand même terrible. Puis entre-temps, les gens de l'auto-école nous disent il faut reprendre des heures parce que vous allez perdre sinon. Donc à niveau de 40, entre 40 et 50 euros, peut-être 60 euros l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Puis bon, c'est fluctuant avec les coûts du pétrole aussi. Enfin bon, je trouve ça bien si on peut au moins réduire les formations. Voilà, donc au moins une solution qui est proposée. N'oublions pas également qu'une partie des personnels invités à changer d'administration, finalement, serait également là pour simplement surveiller les épreuves. Alors ça ne concerne pas les 50 dont on a parlé là, mais d'autres seraient concernés pour surveiller les épreuves du code, où là, il n'y a effectivement pas besoin de compétences particulières, si ce n'est de surveiller une salle, puisque tout est numérique aujourd'hui. Nelson, tu voulais réagir à ce que il y disait a un Marc? petit truc auquel j'avais pas pensé tout à l'heure, c'est que quand on prend déjà on a dans l'idée, excusez-moi, on a dans l'idée de prendre des facteurs pour faire ça, ou d'autres gens qui sont déjà dans une administration, donc ils sont payés, ils ont quand même un boulot, ces gens-là. Et il y a tout un tas de chômeurs, tout le monde se plaint, il y a du chômage, des trucs comme ça. Ça pourrait peut-être être intéressant de prendre ces gens-là, tu sais, qui sont en recherche d'emploi, qui trouvent pas, qui ont vraiment besoin d'un boulot, je sais pas, enfin ça pourrait être intéressant, ces gens-là, de les prendre, de les former et de leur faire avoir des revenus, parce que là, on va prendre des gens qui ont déjà un travail, les changer de secteur, et puis en fait, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, tu peux pas me dire que ces gens-là qui ont besoin de pognon, elles ont oh non, j'ai pas envie d'être examinateur. Je sais pas, ça pourrait peut-être reconsidérer un peu la question dans ce sens-là. Ce serait pas inintéressant, ils ont sans doute déjà pensé, avant moi, je sais pas. Faudrait voir. Louise. Ça me paraît peut-être intéressant. Pour réagir sur les chômeurs, il y a quand même Pôle emploi qui propose des formations dans des domaines justement qui recrutent. Et je connais des personnes dans mon entourage qui sont passées par ces formations et qui ont d'ailleurs trouvé très rapidement un travail. Du coup, c'est vrai que du coup, on se demande pourquoi c'est particulier aux postiers, mais d'après ce que j'ai compris, c'est parce que ce sont des facteurs qui sont fonctionnaires et du coup, il n'y a plus de travail pour eux et comme la fonction publique ne peut pas se permettre de les virer, mais oui, après on pourrait intégrer ça dans une formation Pôle emploi aussi, pourquoi pas. Ils sont fonctionnaires. Il y a un truc qui se passait, je reviens rapidement là-dessus quand même, parce que Internet, tout ça, c'est aussi un peu mon domaine d'études accessoirement. Et il y a un truc qui s'est passé à l'arrivée d'Internet, c'est que tout le monde avait pensé qu'on allait faire des économies de temps, d'argent, du coup, tout ça, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de machin. Sauf qu'on a profité on pensait qu'on travaillerait moins, et on a profité pour, on gagne plus d'argent, on n'a plus besoin de vous, on les fout dehors maintenant, et on veut faire ça, on essaie de changer ça avec les postiers, ils ont plus de travail, parce qu'il n'y a plus de courrier, etc., parce que maintenant les gens s'envoient des machins par Internet. C'est bon. Les gens s'envoient des courriers par Internet, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Tiens, on va les faire devenir inspecteurs d'auto-école. Alors que, ces gens-là, peut-être s'ils travaillaient, on peut trouver d'autres postes au sein même de la poste ou des trucs comme ça, et puis essayer de favoriser les gens qui n'ont pas de revenus, quoi. Ouais, il faut quand même se rendre compte, pour connaître un petit peu la Poste, que c'était une entreprise énorme, c'était une administration énorme, qui brassait énormément, et qu'aujourd'hui elle a vraiment énormément diminué sur son activité principale qui est le courrier, et que la Poste fait déjà en sorte évidemment de reclasser ses agents dans les différentes filières qu'elle a, la banque postale, mais également la distribution de colis, etc. Mais c'est vrai que et de plus en plus la distribution de colis ne passe plus par la Poste mais par d'autres prestataires, donc il faut se rendre compte de l'énormité des gens qu'il y a à reclasser dans cette entreprise. Voilà, je pense que sur le sujet, nous avons fait le tour. Nous allons passer à la dernière grande annonce gouvernementale dont on souhaitait parler ce soir. Le don du sang va-t-il être ouvert aux homosexuels ? Vous le savez, la France est réticente sur le sujet. Actuellement, il n'est pas possible pour quelqu'un qui se déclare homosexuel de donner son sang tout simplement pour alimenter les réserves de sang. C'est un débat qui était ouvert et le 4 novembre, l'annonce a été faite par la ministre de la Santé de la fin de l'exclusion des homosexuels du don du sang. Relativisons cette annonce tout de même. Les délais qui sont annoncés pour pouvoir donner son sang quand on est homosexuel sont assez longs. Il ne faut pas... Alors, ce n'est pas les délais pour pouvoir donner son sang, c'est les délais
après un acte sexuel qui sont longs, me semble-t-il de 6 mois, d'un an. Je n'ai plus la donnée en tête, non. Un an. Un an, an. voilà. Un an pour pouvoir donner son sang quand on est homosexuel, c'est quand même assez long. C'est plus que long, enfin, c'est quand même aberrant. Enfin, je me demande vraiment d'où ça sort. C'est-à-dire, moi j'étais surpris parce que je savais pas que les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang, tu vois. Vraiment, je le savais pas. Mhm. Et puis bon, on me dit, ouais, bah ça y est, ils ont le droit. Ouais, très bien, enfin, ils n'avaient pas le droit avant, enfin, c'est quoi? Ouais, ils ont le droit, par contre, ils doivent attendre un an sans relation sexuelle et tout. Enfin, je sais pas, ça veut rien dire ce truc-là. Voilà. Alors on est sur un sujet effectivement où les homosexuels étaient considérés comme des personnes à risque, avec le sida notamment, qui est une maladie. Oui, Voilà. Non mais attention, je ne suis pas en train de le cautionner, je suis en train de présenter le contexte effectivement pour te répondre quelque part. Et donc voilà, une population à risque, qui l'est donc entre guillemets toujours, et on dit voilà, les délais vont être d'1 an, alors que certains experts sur les plateaux de télévision disaient récemment faut 3 mois pour être sûr qu'une personne n'a pas de maladie spéciale, voilà, et ça suffirait amplement de réduire ces délais, et d'ailleurs de les réduire au même niveau que les hétérosexuels. Enfin, évidemment, enfin, qu'il faudrait. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi il y a ce questionnement. Enfin, si bien qu'il y a un truc, c'est que les homosexuels et le sida, ça a toujours été un peu lié, si tu veux, dans la tête des gens. Depuis les années 80, cette espèce de psychose autour des homosexuels et le sida. Parce qu'effectivement, on savait pas d'où ça venait. Les homosexuels, c'était magique pour ça. On a dit, ouais, c'est les PD, là. C'est quand même aberrant qu'en 2015, après le mariage gay en plus, enfin, qui en plus voilà, sacralisait le fait qu'il y a des relations stables et que les gens en plus, ont le même partenaire, enfin il y a l'adultère également, mais enfin voilà, c'est vrai que parce qu'en plus, dans le c'est même plus un problème éthique, c'est un problème médical. On fait passer ça pour un truc médical, si tu veux. Pour moi, c'est aberrant, quoi. Enfin, je comprends même pas. Louise. C'est assez étrange pourquoi les homosexuels auraient plus de risques de donner le sida lors du don du sang que les hétérosexuels. Enfin, si on prend ce principe de précaution, il faut le prendre aussi pour les hétérosexuels. Enfin, puis ce que je trouve aussi assez étrange, c'est quand on va faire un don du sang, comment on peut contrôler l'orientation sexuelle d'une personne. Enfin, c'est... Si Oui, t'as envie rappelons que c'est un questionnaire et que les gens peuvent répondre ce qu'ils veulent finalement derrière. Oui, voilà, du coup, ça... Sur toutes les pratiques, puisqu'il y a tout un questionnaire qui pose pas mal de questions évidemment sur les activités récentes afin d'éviter le moindre doute. Oui, c'est ça qui est assez étrange. Enfin, je pense que de toute façon, le sang qui est donné doit être contrôlé après chaque don. Enfin, il y a plein de gens Oui, heureusement. qui ont le sida qui ne le savent pas. Donc, pourquoi faire un tri selon ton orientation sexuelle? Je comprends pas trop. C'est de la discrimination pure. J'ai du mal à saisir. Marc. Je crois, mais je suis pas sûr de mon info. Je crois l'avoir entendu. En tout cas, je l'ai pas lu, mais je crois l'avoir entendu. Donc je vais. Précaution d'usage. Oui, je préfère. Il faudrait vérifier. Je crois qu'on contrôle bien beaucoup plus les homosexuels que les hétérosexuels au niveau du don du sang. Actuellement, ils n'ont pas le droit de toute façon. Oui, non, je veux dire, on contrôle plus en tout cas au niveau de la séropositivité, on contrôle plus les hétérosexuels. Plus les homosexuels que les hétérosexuels parce que tu nous fais du Myriam El Khomri là, on comprend rien. C'est vrai. Reprends. Tu es sûr? Deux, je ne le savais pas. Non, en tout cas, les homosexuels sont plus contre les hétérosexuels parce que contrairement aux hétérosexuels, les homosexuels n'ont pas quand ils ont un rapport sexuel, n'ont pas le risque. Comment expliquer ça? Non, pas le risque de tomber enceinte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils se protègent quand les hétérosexuels copulent, je vais prendre des termes médicaux, ont un rapport sexuel, il y a toujours ce risque de se dire et je mets une capote parce que je veux pas de gosse, enfin voilà, attention. Alors que pour les homosexuels, il n'y a pas vraiment ce risque en plus. C'est-à-dire que le fait de mettre une capote, c'est les hétérosexuels, c'est à la fois le sida et à la fois le sida. Il y a plus d'enjeux. Il y a plus d'enjeux. Voilà, il y a le sida, les maladies, il y a plus que ça, il y a les hépatites et tout ça. Donc en tout cas, donc les maladies sexuellement transmissibles et la reproduction, on va dire.
que chez les homosexuels, il y a moins ce risque-là. Il y a moins cette deuxième donnée de tomber enceinte. Voilà, généralement. Ça, c'était peut-être aussi à l'époque de l'arrivée du sida, où du coup les gens mettaient des préservatifs pour ne pas avoir d'enfants. Et du coup, c'est ce qui C'était une faisait que les contraception. homosexuels avaient plus le sida que les hétérosexuels. Mais aujourd'hui, tout le monde met un préservatif justement par peur des MST. Et puis tout ce qui est pilules contraceptifs, aujourd'hui, oui, je pense qu'aujourd'hui, on met plus un préservatif pour se protéger des MST que Moi, je pour pense ne qu'il y a- pas mais avoir je d'enfants. suis d'accord avec toi en règle générale, mais sur la globalité, je pense qu'il y a chez les hétérosexuels ces deux données-là, alors que chez les alors que chez les homosexuels, il n'y a qu'une seule donnée qui rentre en compte. Bon, avec de multiples portes d'entrée, enfin, excusez-moi la métaphore, mais voilà, il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que le sida, mais elle n'est pas terrible quand même celle-ci. En tout cas, c'est une donnée. C'est bon, il est parti. Non. Oui. Surtout qu'il y a moins de portes d'entrée chez les homosexuels normalement. Enfin bon, bon, ouais, c'est autre chose ça. Mais enfin, mec. Donc je sais plus où j'en étais. Donc oui. Donc en tout cas, j'aimerais savoir. Non, sérieusement, j'aimerais savoir le temps qu'il faut pour les hétérosexuels pour qu'ils puissent donner leur sang. Est-ce qu'il y a des contrôles aussi longs chez les hétérosexuels que chez les Ah ben non, sinon ça n'aurait pas fait la polémique. Bah justement, alors là, je ne comprends pas. Bah oui. Justement, là, je ne comprends C'est-à-dire pas. que, si tu veux, le ministère de la Santé a annoncé ouvrir le don du sang aux homosexuels, ce qui n'était pas le cas en France, rappelons-le, jusqu'à présent, puisqu'il y a d'autres pays où ça se passe très bien. Et donc, le ministère de la Santé a annoncé en France ouvrir le don aux homosexuels, mais ce qui a bloqué, c'est qu'effectivement, ils ont annoncé pas dans les mêmes délais que les hétérosexuels. c'est- Et là, c'est- forcément, il y a eu levée de bouclier, et Marisol Touraine et d'autres qui défendent le dossier ont dû dire, oui, ce n'est qu'une étape, ça va aller Oui. mieux après. Donc, peut-être Voilà. qu'il faut procéder par étapes pour arriver à la même donnée. Mais en tout cas, Enfin, non, mais attends, le pour le mariage gay, on n'est pas prêt. C'est On n'est pas... curieux. bon, on fait des en tout étapes, cas, on quoi. fera pas les mêmes erreurs que dans l'affaire du sang contaminé. Ou alors là, c'est ce qui c'était dans les années, je sais plus quelle époque, c'est les années 80, je 90, crois, ouais. oui, où donnez votre sang, puis bon, il y avait le sida en même temps, bah on fait pas attention, ah bah tiens, mange ça dans ta tête. Donc là, forcément, il y a eu un gros risque. Là, ce qui est encore dérangeant avec le don du sang, j'espère que maintenant, enfin, c'est contrôlé en même temps, le sang qu'on donne, c'est contrôlé par des machines qui voient s'il n'y a pas de maladies qui sont transmises, en tout cas qui sont dans le sang. Mais vous pouvez dire que pour un hétérosexuel ou pour un homosexuel, vous n'avez pas eu de rapport pendant X temps, c'est-à-dire que dire que si vous faites un examen et qu'on vous dit que vous n'avez pas le sida, mais qu'entre-temps cet examen-là, vous avez eu un autre rapport et on ne sait jamais les risques, etc. C'est-à-dire que c'est un problème sans fin. C'est-à-dire que si on va par là, on donne jamais notre sang parce qu'on ne sait jamais s'ils ont fait que. Donc c'est un peu compliqué à savoir. Donc il faut 3 mois après le rapport à doute, comme ça, il faut 3 mois pour savoir si oui ou non on a le sida. Mais si, je sais pas, de 2 semaines avant d'avoir le résultat, vous avez un autre rapport à risque, encore une fois, bah, vous pouvez pas être sûr. Donc c'est un vrai problème qui est là, qui est transgenre pour le coup. Et c'est vrai que je ne comprends pas vraiment cette étape, mais peut-être que c'est pour y aller progressivement. Pardon. Oui, d'accord. D'autres remarques sur ce sujet? Non, je pense qu'on va passer au suivant. Effectivement. Par étapes. Non, mais il n'y a pas une question. C'est idiot de dire que c'est par étapes, je comprends pas. C'est le mariage gay. Enfin, on s'est pas demandé s'il fallait faire des étapes pour ça, si tu veux. On a dit, bah écoutez, du jour au lendemain, voilà, les homosexuels, les LGBT, tout ça, ils ont tous le droit de se marier. Enfin, ils font comme ils veulent, c'est leur problème. Non, mais c'est évident. Enfin, ouais. Et là, d'un coup, on parle médical. Ah bah attention, médical, tu vois, c'est quand même pas pareil, tu vois, parce que les homosexuels, bah, ils ont plus de maladies peut-être que nous. Alors du coup, il faut peut-être prendre plus de précautions. En gros, le gouvernement aurait dû assumer directement Mais enfin, sa mesure, quoi. Mais Bah, sur peut-être qu'il y a un- eu des lobbies derrière qu'on fait que, hein, on ne sait pas. hein. Enfin, c'est quand même aberrant, enfin, d'un point de vue communication, qu'on puisse. C'est les 1 an qui vous gênent, messieurs, on a bien compris. Un Ouais. an d'abstinence avant de donner son sang, on a bien compris que ça risquait pas de vous arriver. C'est pas- On n'a pas tous les mêmes problèmes, Nico. Oh. Je rigole, je rigole. Tu couperas au montage. Ouais. Bien, encore... Mais pourquoi tu te marres? J'ai visé personne. Non. Ah Moi- non. mais c'est pas moi qui rigole. C'est pas drôle, c'est pas Nelson. drôle pour voilà. C'est pas drôle. Voilà. Nous parlions... non, ça n'a rien à voir. J'allais juste dire, avant de nous quitter quelques secondes pour le jingle entre deux sujets, que nous avons une pensée pour Hugo, et je le dis en début d'émission. Et là, pendant cette émission, je suis tombé sur un article. Un article qui dit « En Corée du Sud, même les avions retiennent leur souffle lors des examens ».
Alors, on le sait, Hugo étant en Corée du Sud, il faudra qu'on l'interroge d'ailleurs sur cette question. Embouteillage ou trafic aérien, rien ne doit perturber la concentration des 630 000 lycéens de Corée du Sud qui passent leur examen à l'entrée de l'université. Et donc, ainsi, ils ont annulé 69 vols qu'ils ont reprogrammés à un autre moment parce que sinon, ça allait gêner les examens. C'est quand même assez impressionnant. Remarquez, vous me direz, si vous avez un avion qui passe juste au-dessus de votre lycée, ça doit être bien être embêtant quand même. Hein. Voilà. C'est pas faux. Voilà. À vous les studios. Bon. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission et un nouveau sujet. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et on est de retour dans Politiquement Incorrect. Vous l'avez remarqué, ambiance joviale ce soir dans notre émission. Écoutez, ça fait du bien de rire un petit peu. On est là aussi pour passer un bon moment. Merci d'être resté avec nous. Et le deuxième sujet de ce soir, nous allons parler, Marc, d'un livre que tu as lu, un coup de cœur, me semble-t-il. C'est Le prix à payer, le livre de Joseph Fadel. Alors en sachant que Joseph Fadel, ce n'est pas son nom d'origine. Tu vas tout nous expliquer tout de suite sur cet homme issu d'une famille musulmane et qui s'est converti au christianisme catholique. Et voilà, c'est ça. Non, j'ai voulu parler de cet ouvrage parce que ça faisait très longtemps que je suis pas un grand amateur de romans. En tout cas, là, c'est une autobiographie qui est assez bien romancée, qui retrace bien son parcours. Mais c'est un des rares bouquins qui m'a apeuré un petit peu. C'est-à-dire que j'avais peur de voir la suite. Ça a été pire qu'un film d'horreur. C'est-à-dire des fois, là, j'avais peur de lire la suite. Je me dis c'est quand même assez terrible ce qui arrive à cet homme. Donc pour resituer juste dans son contexte, on est en 87, on est donc en Irak. Alors Mohamed Moussaoui s'appelle-t-il. Il est issu en fait d'une grande famille chiite d'Irak. Donc l'Irak est un pays majoritairement sunnite, donc les chiites sont minoritaires, mais en tout cas il est issu d'une grande famille chiite, très reconnue dans le pays, parmi la communauté des chiites. Il y a, en 87, il est donc le fils aîné de cette grande famille chiite, Mohamed Moussaoui, est appelé pour faire ce que nous on appelait d'antan le service militaire. Donc il fait son service militaire et il est mis dans une case, donc très pratiquant, très croyant en l'islam. C'est, entre guillemets, un bon musulman, très bon musulman même, étant issu d'une grande famille musulmane. Donc il arrive au service militaire et là, il tombe dans ses quartiers pour dormir, et il est mis dans la même cellule, entre guillemets, qu'une personne donc qui a à peu près le même âge que lui, et qui est chrétien. Alors tout de suite... il cherche à le convertir à l'islam, il cherche par tous les moyens à lui convaincre que la religion musulmane est meilleure que la religion chrétienne. Il le voit lire, mais il n'est pas haineux. Hein. Il cherche à discuter avec lui, puis vient un moment où il raconte l'interrogation devient plus forte que la croyance. C'est-à-dire que bon, j'ai mes convictions, je suis musulman, mais allons voir peut-être ailleurs ce qu'il en est. Et il demande à son collègue de chambre de lui passer la Bible. Et son collègue de chambre dit non, parce que je vous rappelle que dans certains pays, notamment l'Irak, dans des pays majoritairement musulmans, le fait de faire passer ou de faire passer des messages de la Bible, ou de faire donner la Bible à quelqu'un, ou d'appeler, en fait, de faire du prosélytisme, c'est condamnable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, le fait de chercher à convertir quelqu'un qui est musulman. Donc ça. Et puis, bon, alors il lui passe pas, mais il lui dit, il dit à Mohamed, écoute, regarde ça, tu peux le trouver facilement, façon de parler, tu peux trouver, essaie de regarder. Donc il fait des recherches, il regarde, donc il est quand on appelle ça en congé, oui, mais il part en congé, donc il retourne dans sa ville natale, et il cherche, et puis il revient un moment où ça y est, son camarade de chambre lui passe la Bible et il lit. Et là, il dit, je tombe de ma chaise, oui, je me rends compte que l'islam n'est pas la bonne religion. Pour moi, c'est le christianisme, je crois en Jésus, il est
il adore la personne de Jésus. Il dit mais qui c'est ce Jésus-là? Et puis voilà, il devient vite impressionné par Jésus. Et alors s'ensuit tout un truc où ça y est, il veut se convertir, donc il cherche à se baptiser, mais évidemment il n'y arrive pas. Il noue des liens avec des chrétiens d'Orient, donc des chrétiens pour le coup irakiens. Il rencontre ces gens-là, il essaye de voilà. Et puis vient le moment où sa famille commence à avoir des interrogations. Il vient plus au dîner de famille, il préfère aller à la messe le dimanche. Sa famille a un doute sur lui, mais bon, pas plus, en tout cas, il fait attention. Sa famille lui présente sa femme, il voulait pas se marier, on lui trouve une femme, musulmane, évidemment, issue d'une grande famille encore chiite, et vient le moment où sa femme va quasi découvrir en fait qu'il est chrétien. Il se confie d'ailleurs à sa femme, il dit bah voilà, je suis chrétien, je crois en Jésus. Il va réussir à convertir sa femme, sauf qu'à un moment, eh bien, sa famille va vraiment avoir de grosses suspicions sur lui, et ses frères et sœurs vont faire des fouilles chez lui pendant qu'il sera parti en balade. Et là, il va revenir chez lui, et là, ses frères vont l'embarquer, parce qu'ils vont l'embarquer. Et un de ses frères, je crois, ou un de ses cousins, qui est membre des services secrets irakiens, ils vont l'emmener, donc les yeux bandés, dans une camionnette. Et ils vont l'emmener, en fait, à la plus grosse, j'ai plus le nom exact, dans la plus grosse prison d'Irak, réservée aux gros délinquants, services secrets. Enfin, c'est vraiment là où les pires exactions se commettent. Et pendant 16 mois, il va être enfermé là-bas, torturé par des gens de sa famille, lui dire mais t'es chrétien ou non? Il va dire non, il va cacher la vérité jusqu'au bout, torturé. On le fait pas dormir, pas manger, il dort par terre. Tous les jours, il se fait torturer. Pendant 3 mois, tous les jours, il se fait torturer. Et puis il vient 16 mois après, il est libéré. Comme si de rien n'était, retourne dans sa famille, et son père l'accueille à bras ouverts. Écoute mon fils, voilà, ça y est, t'es revenu, etc. Alors que c'était quand même sa famille qui l'avait envoyé là-bas. Donc là, il commence à avoir des grosses suspicions. Puis bon, s'ensuit il continue quand même à aller à la messe. Il croit en Jésus. Il va décider par tous les moyens de partir en Jordanie pour après rejoindre un autre pays qui est chrétien. Il part en Jordanie. Il arrive à avoir vous imaginez les démarches administratives pour partir en Jordanie. Il part en Jordanie avec sa femme, ses enfants. En Jordanie, ses frères et sœurs vont vont le chercher, ils vont arriver en Jordanie, vont le chercher, vous n'avez pas vu tel, parce qu'il y avait des chrétiens qui aidaient Joseph Fadel à pouvoir vivre tranquillement. En tout cas, il est épié, on le retrouve, après il arrive à s'enfuir, et puis vient le moment où il arrive enfin à avoir les papiers pour la France, et il s'envole vers la France. Donc c'est vraiment, je clôture l'histoire, c'est vraiment un bouquin qui fait peur, parce qu'on est quand même en 1987, et en tout cas 1987 c'est l'Irak, après Jordanie dans les années 2000, et après il restait je crois 1 an ou 2 je crois en Jordanie, puis après c'est la France. Donc les papiers admis ça met du temps, et moi j'ai été choqué par ce bouquin, où me dire déjà pour l'athée que je suis, déjà les religions n'ont pas une grande place dans mon cœur, sinon aucune, et je suis choqué aujourd'hui de voir que au nom de la religion, et c'est pas propre à l'islam du tout, attention, là on parle de ça, mais c'est pas propre à l'islam, au nom de la religion on peut faire le tout et le pire et le meilleur. C'est ça qui m'attriste, c'est-à-dire qu'on peut nous dire que l'islam est une religion de paix, mais n'est pas pardonné à un musulman qui se convertit à une autre religion que l'islam. Et d'ailleurs, Joseph Fadel a depuis ce temps-là, depuis le temps où en Irak, on a découvert qu'il était chrétien, on l'a emmené devant le grand, je n'ai plus le nom de cette grande figure charismatique et même administrative quasiment de l'islam, je ne sais plus exactement, en tout cas, une grande personnalité dans le monde religieux musulman, qui va décréter une fatwa contre lui. Donc la fatwa, c'est c'est un ordre qui est donné à tous les musulmans de pouvoir tuer cette personne. Donc Joseph Fadel, parce qu'il s'est converti, donc il vit aujourd'hui avec des gardes du corps toujours à côté de lui. Allah bénira entre guillemets celui qui osera tuer ce mécréant, quoi. Donc moi je suis assez choqué de voir que dans une religion, et c'est là que j'aimerais amener le débat, c'est qu'on nous dit que les religions, alors tantôt au nom du christianisme on va faire des exactions terribles, au nom de la religion de vivre on va faire les colonies israéliennes, au nom de l'islam on va nous dire que c'est une religion de paix, puis après on va avoir Daesh, des gens, des fanatiques et des gens qui vont prélever des phrases, et c'est ça qui m'embête dans les religions. C'est le fait de pouvoir légitimer le tout et son contraire, le fait de vous dire quand même que c'est sa famille, parce qu'il se convertit et parce que l'honneur de la famille est en jeu, parce qu'il se convertit au christianisme,
on l'envoie se faire torturer pendant 16 mois dans la pire prison, dans les pires conditions, dans une prison irakienne très reconnue justement pour accueillir les services secrets. Je me dis, c'est quand même terrible. Et je pose cette question pour ouvrir un petit peu le débat. Ne devrait-on pas rechercher une autre façon de voir les choses? C'est peut-être un peu simpliste ce que je dis. Je sais très bien que les civilisations se font, en tout cas se sont faites, la nôtre, judéo-chrétienne, ça fera plaisir à Morano, c'est fait avec le christianisme, avec Constantin, et on voit que ça s'effrite aujourd'hui. La civilisation musulmane est une civilisation qui monte, aujourd'hui on le voit très bien. Et il y a une façon de voir les choses qui est très bizarre, c'est-à-dire comment aujourd'hui on ne peut pas critiquer les religions, non pas parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, et parce qu'on peut dire le tout, mais non pas parce qu'elles sont bonnes et que d'autres disent bah non mais elle est bonne mais c'est eux qui l'instrumentalisent. Non, moi je le dis. Comment ça se fait que dans un texte on puisse dire qu'il est bon et mauvais? Comment ça se fait que des gens qui sont fanatiques peuvent se dire bah regardez j'ai pris telle sourate du Coran, j'ai fait ci, ou au nom du christianisme on dit c'est une religion de paix. Oui mais au nom on va évangéliser l'Afrique, on va coloniser l'Afrique, on va faire ceci, on va faire ça, on va faire les croix, enfin la Saint-Barthélemy. Au nom du judaïsme, on va dire c'est une religion de paix et on appelle à la haine contre les Palestiniens parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont arabes. Donc je me dis, avoir des textes comme ça, bruts, dans lesquels on peut tout légitimer, le pire et le meilleur, je trouve ça assez dangereux et j'en appelle aujourd'hui aux personnes. Je veux dire avec un peu de raison, parce que bon, la religion s'oppose à la raison, à essayer de rechercher autre chose. On peut vivre bien, je pense, en société, en étant tout simplement athée, et ne pas forcément se référer. On peut être croyant, mais non pratiquant. Faites ce que vous voulez, mais je trouve qu'il n'y a pas lieu d'importer, en tout cas aujourd'hui, ce débat religieux dans la sphère publique en nous disant que c'est bon, mais que des fois c'est pas bon. Je trouve ça un petit peu bizarre. Eh bien, voilà, le débat est posé. Vous avez des réponses à apporter peut-être sur ce témoignage apporté par cet auteur qui parle évidemment de sa propre vie et qui nous a été raconté ici par Marc. Nelson? Bah écoute, ouais. Mais pour parler de ce que tu traitais comme problème à la fin, c'est vrai que moi j'ai pas du tout de problème avec les religions. Je trouve ça vraiment fascinant. Culturellement parlant, c'est ce qui a fait que en Europe, culture chrétienne ou ce que tu veux, c'est ce qui fait que le monde tel qu'on le connaît est comme ça. Si tu veux, ça a été fait par des croyances. Tu regardes que même les peuplades les plus perdus en Afrique, en machin, en tous ces peuples, l'humanité a toujours eu besoin de croyances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est toujours raconté des histoires, des trucs comme ça. Enfin, je pense à Vogler quand il explique que toutes les histoires sont structurées de la même façon. Ça prouve bien que les gens ont besoin d'avoir des croyances en quelque chose qui est supérieur à eux. Le truc, c'est que maintenant, avec les sciences, tout ça, l'avancée intellectuelle, ça n'a plus tellement de sens de vivre selon une croyance pour nous forcer, enfin, entre guillemets, pour nous forcer à être de bonnes personnes. Mais les religions, en soi, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est vraiment... faut pas les interdire parce que ça n'a pas de sens. Il y a des trucs très très bien. La religion, on a vraiment fait de bonnes choses. Le problème, selon moi, c'est quand la religion a un pouvoir politique. C'est toujours le problème qu'on a eu, c'est que quand l'Europe était chrétienne, enfin sous qu'on appelle ça, dirigé par Rome, tout ça. Enfin, quand le pape avait vraiment une influence politique et économique sur l'Europe, c'est là qu'on a eu tous les problèmes de croisade, tous ces trucs-là. Ça a été c'est à cause d'une influence politique de ces religions. En Europe, enfin en Occident, c'est vrai qu'on a un peu eu tendance avec les comment on appelle ça, les purée, j'ai oublié, je perds mes mots. On a un peu mis de côté ces trucs-là avec les grands penseurs, tout ça. Les Lumières. Les Lumières, exactement. Merci bien. Ah, tu me sauves la vie. On a un peu mis ça de côté, donc on a pu avoir des pensées peut-être un peu plus profanes. Enfin, on a essayé de voir quelque chose sans pour autant le mettre de côté. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est un peu comme ça que ça s'est goupillé en Europe. Ce qui est assez amusant, c'est que la religion musulmane, c'est quelque chose ça a été fait un peu de manière inverse, si tu veux. C'est que c'était une religion extrêmement éclairée,
très tolérante. Et en fait, quand nous, les chrétiens, on est arrivés, on leur a fait la guerre un peu parce qu'on était extrémistes, religieux, tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, ils sont beaucoup renfermés, si tu veux. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un truc très politisé, c'est-à-dire que les États doivent être religieux, et c'est là que ça pose problème. Enfin, je fais comprendre, c'est bon? Ouais. Là, enfin, tu regardes les pays. Prenons le cas de l'Iran. Bon, t'avais les colons anglais, ils avaient mis le chat le chat d'Iran là, qui leur disait, enfin, qui leur servait de dictature, enfin, de bras long, voilà. Et bon, bah, il y a eu une révolution. Tout le monde pensait qu'ils allaient être libérés du joug anglais. Et à ce moment-là, il y a des musulmans qui ont réussi à arriver au pouvoir. Et c'était pire après. Enfin, pire. C'est au niveau des libertés individuelles, ça a été un peu plus compliqué, on va dire. Il y a eu beaucoup plus d'interdits. L'alcool, ça a été interdit. Le sexe et tout. Les femmes voilées, etc., etc. Et en fait, c'était plus une question de choix de religion, c'est que ça a été la loi. C'est-à-dire que si tu vis dans le pays, tu respectes la loi, c'est comme ça. Et si tu le fais pas, tu vas en prison. Et ça, c'est un problème que ça pose. C'est que la religion, ça devrait être quelque chose qui fait appel au libre arbitre. Si tu te sens mieux comme ça, si tu te sens mieux, si une femme se sent mieux, franchement, avec le voile, moi, j'ai aucun souci avec ça. Le problème, c'est que c'est une obligation politique. C'est qu'après, on passe sur un jugement, enfin, un truc pénal, quoi. Et ça devrait pas exister, selon moi. Donc, interdire les religions, les oublier, tout ça, je pense pas que ce soit une bonne chose parce que culturellement, c'est vraiment intéressant. Toutes les religions, hein, qu'elles soient bouddhistes, tout ce que tu veux, juifs, chrétiennes, etc. Enfin, même les sous-religions, enfin, les sous-religions, entre guillemets, c'est-à-dire que les dérivés de religion, j'ai dire peut-être une énormité, mais genre les scientologues, franchement, s'ils se sentent bien comme ça, ils écrivent des bouquins, ils créent quelque chose. C'est une culture qui est peut-être encore marginale, mais on sait pas. Dans 100, 200, 300 ans, peut-être qu'ils auront fait des trucs merveilleux, enfin, on sait pas. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on peut pas savoir. On devrait pas interdire de croire en quelque chose qui est plus grand que nous si ça nous aide à bien vivre. Maintenant, là où ça... Ouais, je me répète, mais c'est le problème de la politisation des religions, quoi. C'est que c'est devenu des arguments politiques pour pouvoir sans doute mettre la main mise sur une population, avoir des ressources économiques et humaines. Pardon, Louise. Moi, ce qui me pose plus problème, ce que je trouve en fait le problème de l'islam, c'est d'abord qu'il y a un problème d'interprétation des textes en fait, parce que un ancien dialecte et du coup, grammaticalement, il y a des... On peut faire différentes interprétations. Je n'ai pas lu le Coran, je parle pas l'arabe. Par contre, ma sœur est musulmane et parle l'arabe, dont l'ancien arabe, et donc comprend les textes. Et elle m'a expliqué que... Moi, j'ai l'exemple du voile, du coup, mais qu'en fait, le voile, on n'en parle que 3 fois grand maximum dans le Coran, et qu'à la base, ça veut plus dire femme, rabattez votre voile sur vos poitrines, parce qu'à l'époque, il y avait eu des problèmes parce qu'une femme avait un décolleté, elle avait été confondue avec une prostituée, et du coup, le prophète demandait aux femmes de rabattre le voile sur leur poitrine. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, mais du coup, on peut se douter qu'il y a pas mal de mauvaises interprétations à ce niveau-là. Et le problème de l'islam aussi, c'est que c'est une religion de paix, mais c'est une religion de paix à condition que toutes les autres personnes autour de toi soient musulmanes. Sinon, il faut s'en prendre aux non-musulmans. Et du coup, l'autre problème de l'islam, c'est qu'il y a aussi un problème de contexte historique. C'est que le prophète, d'après ce que j'ai compris, à l'époque, beaucoup de personnes lui voulaient du mal. Et du coup, pour le protéger, le Coran dit de s'en prendre à tous les non-musulmans, puisqu'en fait, ce sont eux qui veulent du mal au prophète. Du coup, le problème aussi de la religion musulmane, c'est qu'elle n'a pas évolué avec le temps, j'ai l'impression. Et voilà, il y a un gros problème d'évolution.
Et aussi, ce qui est assez curieux avec les religions, c'est que, comme le disait Marc, le but, c'est de prôner la paix, la tolérance, etc. Et les religions ne savent pas se tolérer entre elles, ce qui est assez dommage, puisque, d'après ce que je comprends, en tout cas, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions qui ont tout un lien, et du coup, ce qui est différent, c'est dans les pratiques, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de tolérance entre ces religions-là. On va peut-être, avant de terminer, écouter également donc, Marc répondre à ces quelques commentaires de tes acolytes sur ce que tu as pu dire avant et puis sur ce qu'ils pensent de cette histoire. Et puis ensuite, on verra avec Nelson et Louis s'ils souhaitent conclure. Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pardon, je te réveille. Non, j'étais en train de réfléchir. Non, Nelson, j'ai mal expliqué ça tout à l'heure. En tout cas, Nelson a rappelé évidemment que notre civilisation européenne s'est faite justement avec l'édit de Constantin au IVe siècle. C'est la fin de l'Empire romain, c'est le début de l'Empire chrétien. Et depuis ce temps-là, on est sur une espèce de montée jusqu'aux abbayes cisterciennes du XIIe. Et ça se construit. Donc, notre civilisation est ou était judéo-chrétienne. C'est pas, voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses avec la religion. On a fait aussi toutes les constructions aujourd'hui. Et là, je rejoins ce que pouvait nous dire Maxime quand il était encore parmi nous. C'est vrai que il est encore vivant, rassure sa famille. Oui, non, mais parmi nous ici, géographiquement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de constructions avec, voilà, comme dit Nelson, c'est un peu un faux débat d'amener ça comme ça parce que oui, mais si ça n'avait pas été comme ça serait pas notre époque aujourd'hui, d'accord. Mais bon, je trouve que ce genre de spéculation, ça sert un peu à rien. Mais ce que je veux dire, avant qu'on se fasse enfermer. Vas-y. Attends, excuse. Vas-y, Marc, on t'écoute. Non, mais attends, je laisse passer les gens. Vas-y. On t'écoute, Marc. Non, attends, je laisse finir. Si, non, termine. Mais non, c'est chaud là, de parler. Alors voilà, nous avons des invités qui préparent la soirée du BDE ce soir avec l'Afterwork et qui viennent récupérer du matériel pour la soirée. Mais ne vous inquiétez pas, on accepte volontiers vos excuses et on vous laisse récupérer le matériel. Merci beaucoup. Pour une fois qu'il y a une soirée qui se fait avec le BDE quand même, on va quand même pas... Oh, il recommence. On l'a enlevé de Venise, du coup on l'a mis ailleurs le bateau. Là, voilà. Il passe tranquille. Va passer bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Marc, pardon. J'en étais donc. Oui, donc notre civilisation est judéo-chrétienne, ça s'est fait, ça s'est construit, il y a eu des créations, des bâtisses magnifiques avec ça. Bon, ça c'est un premier truc, on peut pas le remettre en cause. Mais j'invite à lire Howard Spengler et on voit très bien qu'il y a une espèce de déclin de cette civilisation judéo-chrétienne. Après, Nelson dit, on a toujours eu besoin de croyances, oui c'est vrai, mais ma critique portait plus sur les religions monothéistes. Évidemment, moi je pense que ce qui nous amène à penser ou à croire à un ordre divin qui n'est pas forcément se délivre, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos dieux, on peut croire on peut être polythéiste, on peut avoir des simples croyances et ne pas être sûr qu'il y a un ici haut, qu'il y a un arrière-monde, comme dirait Nietzsche, qui explique l'ici-bas, donc notre réalité à nous. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a le fait de ne pas savoir d'où on vient et de pourquoi on est là, ou s'il y a vraiment un pourquoi, évidemment ça nous aide à croire. Mais aujourd'hui, il y a tout un espèce de phénomène qui nous pousse à être davantage moins spirituel. En tout cas, qui nous pousse à avoir moins de considération des religions monothéistes, avec le développement de la science et autres. Ensuite, quand Nelson disait qu'il y a eu une espèce de détachement avec les Lumières, c'est vrai, c'est pas vrai parce que c'est la grande période aussi avec qui est dans la même sphère avec Descartes où on comprend pas trop en fait où il veut en venir. C'est-à-dire qu'il critique un petit peu, mais il dit ouais, mais finalement. Il y a peut-être des choses à prendre, comme Kant qui nous dit critique de la raison pure, qui nous dit voilà, c'est pas bien, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Et il en conclut, non, on peut pas faire autrement. Toutes ces considérations, c'est de parler de Dieu de manière à le remettre aussi un peu en cause. C'est un truc qu'on pouvait pas faire avant. Le fait de se questionner sur Dieu comme étant un sujet à débat,
Déjà, tu vois, rien que ça, c'est une avancée. Oui, mais tu vois ce bien que je veux sûr, dire. c'est bien. Oui, non, Surtout mais je qu'il suis était sans d'accord. doute pas possible avant. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est bien qu'on puisse aujourd'hui le faire. Ce que je dis, c'est qu'on peut le faire de manière aujourd'hui de manière plus intelligente qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ça consistait à se dire, on se pose des questions, mais finalement, on n'a pas d'autres réponses. Donc, bah, croyons en ça. C'est un peu comme ça que je visualise la chose. En tout cas, donc avec Descartes notamment. Ensuite, je ne pense pas que le problème, ça soit de la religion, ne soit que politique. Enfin, en grande partie politique, comme disait Nelson. Évidemment, dans les théocraties, il y a, quand les données religieuses bah, deviennent loi d'un État ou d'une théocratie, pour le coup, bah, ça pose évidemment des problèmes. Le problème étant qu'aujourd'hui, avec ces livres qu'on peut trouver partout, il y a un problème d'interprétation. Alors, c'est là où je voulais en venir, parce que c'est pas forcément un problème d'interprétation, c'est plus un problème de contextualisation. Parce que on peut pas interpréter, il n'y a pas à interpréter tuer les mécréants, tuer les non-musulmans, tuer les infidèles, égorger les machins. On peut pas interpréter ça. C'est impossible d'interpréter. Ça suffit. Ça suffit à lui-même. On voit bien que bah là, de but en blanc, bah voilà, on tue les infidèles et c'est comme si. Donc moi, je pense que c'est plus un problème de contextualisation, dans le sens où le Coran a été écrit sur 2 siècles. Il y a plusieurs périodes où le prophète va à la guerre, donc forcément des passages plus violents, d'autres qui le sont moins. Donc là, je suis d'accord que c'est plus un problème de contexte. C'est un peu comme les correspondances historiques ou les lettres entre monarques. Évidemment, pour comprendre quelque chose, il faut le contextualiser. Après, sur la question de la paix, toutes les religions voilà, Louise a précisé ce que je voulais le faire, mais elle l'a fait. L'islam serait une religion de paix, mais oui, entre toutes les personnes qui sont musulmanes. Donc, si toutes les personnes plutôt étaient musulmanes, aucune religion ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être une religion de paix. Quand Jésus charce les maçons du temple, il dit bien je vous apporte le glaive, pas la paix. Ou dans la religion musulmane, on voit bien des appels à tuer les infidèles ou autres. Alors, après, d'autres passages vont être voilà, acceptation du prochain. C'est pour ça que ce qui me dérange vraiment dans ces religions du livre, je n'en remets pas en cause le fait qu'elles ont apporté des mouvements de civilisation et que les civilisations qu'on utilise sont faites avec ces religions-là, et que ça fait de belles choses comme des choses un peu moins joviales, dirons-nous. Je dis juste que le problème, c'est le fait que on puisse dire qu'on peut avoir un même texte. Comment ça se fait aujourd'hui, avec un même texte, sans percée politique, on peut sortir quelque chose qui ressemblerait à un musulman de France qui va à la messe, qui entre guillemets, ça je veux pas dire bon musulman, mais qui vit très bien avec notre État, qui vit bien avec les valeurs de la République, et de l'autre, quelqu'un qui va avoir le même texte et qui va vous dire tuer les infidèles, faut faire Daesh parce qu'il faut tuer les mécréants, etc. C'est ça le problème. C'est comme pour la religion chrétienne, où les chrétiens se sont dit mais non, au nom de notre religion, on peut pas aller évangéliser l'Afrique et faire passer pour des races, pour des sous-races, c'est pas possible. Et d'autres qui vont dire mais si, regardez, vous voyez bien qu'on peut le faire. Donc c'est le problème. Et enfin, je terminerai là-dessus parce qu'on va tout brosser. Pour les juifs qui nous disent le sionisme est un projet du livre, et d'autres qui vont dire mais non, c'est contraire à l'idée même du livre, parce que notre peuple est un peuple de nomades, entre guillemets, on pourra aller plus loin. Donc je vois pas bien je vois pas bien la cohérence, et je trouve ça dommage, et je trouve ça même dangereux, mais je suis pour qu'on le lise et qu'on puisse poser des questions, et même qu'on puisse croire, mais je trouve dommage qu'aujourd'hui on ne remette pas en question. Au lieu de dire, au lieu d'avoir je termine là-dessus, au lieu d'avoir un débat binaire entre les partisans de la religion, ceux qui ne le sont pas, entre athées et ceux qui disent bah c'est pas bien les religions, et d'autre côté qui disent bah non, si c'est bien quand même. Pourquoi on n'est pas un débat serein, raisonné sur le fait de dire c'est pas normal, et faites plus c'est plus nécessaire de faire de la contextualisation plutôt que du débat binaire entre c'est bien et c'est pas bien. Nelson, tu souhaites répondre à Marc? Non, pas forcément si vous le point, mais je suis globalement d'accord avec son point de vue, même si je soutiens que derrière ça il y a quand même une grande part politique. Enfin, un livre de toute manière ça s'interprète. Tu fais un avion. Enfin, bref, un livre de toute façon ça s'interprète, que ce soit le Canard enchaîné ou la Bible, ça s'interprète. D'autant plus que les livres religieux, oui, ça s'interprète. Tu fais la moue là. Non, mais oui, je dodeline un peu, parce que entre interpréter des textes qui relèvent du sacré et des textes qui relèvent de journalistes qui écrivent des journaux de manière quotidienne, il y a quand même un degré, parce que c'est plus dangereux. T'as une forme d'interprétation. On est
des millions de lecteurs différents, on a une psychologie différente, on va tous lire d'une façon différente, d'autant plus que les livres religieux, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, ça a été écrit pas par un mec, mais par plein de personnes, sachant que, rien que pour l'exemple de la Bible, il y a 7 ou 8 versions différentes qui ont été jugées au Concile de Nicée, on a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on a fait un melting pot, on a dit ça c'est bon. C'est un peu compliqué après, à partir de là, de se dire, bon, il y a une seule version. Et après, le problème, c'est qu'effectivement, il y en a qui ont créé des guerres et tout, mais c'est des guerres politisées, si tu veux. Il y a toujours un intérêt politique derrière. C'est pas le politique, c'est-à-dire que c'est au nom de la religion qu'on a fait ça. Je veux dire, c'est pas au nom de la religion qu'on a fait ça, c'est limite la religion, comme il n'y avait pas séparation entre l'Église et l'État, c'est pas entre, on n'est pas dire, le politique a dit au nom de la religion qu'il fallait faire ceci, non, c'était limite la religion qui a légitimé ça. Et même dans le cas de la colonisation, c'était le cas. C'est pas le pouvoir qui a dit, bah non, il faudrait... Non, c'est la religion qui a dit, bah faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, mais ça, dans le cas de la colonisation, ça a quand même été un pouvoir politique, ça a aidé les... Bah oui, la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Non, mais ça a été peut-être pas instrumentalisé, mais c'est l'Église qui a décidé. L'Église et l'État n'étaient pas séparés à l'époque. C'est l'Église qui a décidé. Justement, c'était politique du coup. Oui, non, mais alors, là, c'est le grand débat. Non, c'est le grand débat entre qu'est-ce que vous... Parce que de manière définitionnelle, il faut quand même mettre les choses au clair. Qu'est-ce que vous définissez comme politique ou pas ? Qu'est-ce que vous considérez comme religieux ou non ? Qu'est-ce qui dépend de la religion ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de la religion ? Est-ce que le politique est forcément dans la religion ou non ? Parce que si vous prenez les religions comme limite un programme, oui, ça peut l'être, et c'est politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas la politique qui a soumis la religion pour dire vous allez faire ça. Non, c'est la religion qui a servi à des projets politiques. C'est-à-dire que c'était pas, le souverain n'a pas contraint la religion. Non, mais le souverain n'a pas contraint le roi ou autre. Où les républicains n'ont pas contraint la religion en disant bah non, faites ce qu'on vous dire. Non, c'est la religion a dit bah oui, faut le faire. Il faut faire ça. C'est pas et là vous dites parce que du coup elle s'est politisée. Non, c'est juste que c'est on n'a pas dit que la religion s'est politisée. On a dit que ça a été un des outils. Après, c'est peut-être effectivement l'outil, c'est pas le bon mot, mais ça a quand même participé à implanter les États coloniaux. Oui, mais je suis d'accord, mais je veux dire, il faut tout est politique. Il y a quand même, à partir de là, si ça a participé comme outil, il y a quand même un lien. Il y a un lien, mais il n'est pas forcément politisé. C'est ça que je veux dire. C'est pas un outil comme quoi aujourd'hui on s'en servirait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. C'est plutôt ça que je voulais dire, d'instrumentalisation de la part des politiques. C'était comme ça. À l'époque, c'était leur considération. L'Église s'est fait un malin plaisir à évangéliser et puis à faire des expériences des fois un petit peu partout. Donc voilà. Je pense que si on va dans votre sens, et bon après ça a changé, je pense qu'on peut considérer comme tout étant politique. Le fait mais là jusqu'à aujourd'hui quand on a eu le débat, tout est politique dans ce cas-là, donc il n'y a pas vraiment de différence à faire. Bon on a bien compris vos points de vue et puis voilà, rappelons ce livre, celui donc de Joseph Fadel, Le prix à payer, qui est sorti en 2010 et que vous pouvez bien sûr vous procurer afin d'en savoir plus sur cette histoire et vous faire votre propre opinion. Nous parlions du don du sang et je voulais pour nous quitter, écouter ce sketch du Petit Journal fait dans le cadre de cette émission par Eric et Quentin. On se l'écoute et puis on se quitte juste après. Moi, c'est Clément, le petit copain de Julien. Un jour, on a décidé de donner notre sang. Alors, vous voulez donner votre sang ? Oui. Et vous êtes homosexuel ? Ouais. Mais c'était sans compter sur Marisol Touraine. Alors, désolé messieurs, mais si vous voulez donner votre sang, faut vous abstenir de tout rapport sexuel durant 12 mois. 12 mois ? Attendez, pourquoi ? Avec vous, on sait jamais. 12 mois, la nouvelle comédie romantique écrite par Marisol Touraine. Ça fait combien de jours d'abstinence, là ? 2 jours. Tu veux un verre d'eau ? Ah, je viens. L'histoire de 2 homosexuels qui veulent juste donner leur sang pour sauver des vies. Julien ? Baisse-moi maintenant ! Baisse-moi pour donner notre sang, arrête ! De l'émotion. Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît ? Faire l'amour, là ? Tout de suite ? Ouais, je veux bien. Comment ça ? Putain, je l'attale. 12 mois à tenir. Qu'est-ce qu'ils ont, Julien et Clément ? Ils ont l'air nerveux, non ? Non, c'est rien, il faut un petit silence pour faire un don du sang. J'en peux plus, faut qu'on fasse quelque chose là. Plus que 2 mois à tenir avant de faire notre don du sang. Ne craque pas. Bientôt sur vos écrans. Bon bah voilà, on a tenu 1 an, on peut donner notre sang maintenant. On va pouvoir sauver mon petit cousin qui est hospitalisé. Et malheureusement, c'est trop tard. Trop tard. C'est-à-dire ? À 2 mois près.
Voilà donc pour ce sketch effectivement qui résume bien un petit peu l'idiotie de ces histoires des 12 mois dont nous parlions tout à l'heure. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission de Politiquement Incorrect. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous en tout cas c'était le cas, on s'est bien amusé à faire cette émission du début à la fin. Voilà, et puis puisqu'on est à la fin de cette émission, on va révéler le secret. On a fait au moins 4 ou 5 lancements de cette émission qu'on n'a pas réussi. Donc voilà, voilà, on a dû réenregistrer, enfin recommencer le début plusieurs fois, et les gens qui nous écoutaient en direct l'ont peut-être entendu, et voilà, bon, on s'en excuse si il ne doit plus en rester à cette heure-là de toute façon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marc, merci Nelson et merci Louise, merci à nos auditeurs, et n'hésitez pas à réagir à cette émission sur Politiquement Incorrect, c'est sur Facebook, et sur Incorrect, c'est sur Twitter. Bonne soirée et à bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante.